Bon, ben alors, bonjour à tous, je suis Karine Grimaldi, je suis juriste de formation, je fais de la formation en droit du travail dans l'enseignement supérieur et je forme aussi les représentants du personnel chez ADN CSE et j'ai une activité à côté de médiation conventionnelle et judiciaire, euh, plutôt spécialisée conflit du travail. Donc, je suis nommée par le juge dans les cadres des conflits du travail ou parfois les entreprises font appel à moi avant que ça aille devant le juge. Donc, voilà, pour la petite présentation de, de- de ce que je fais. Alors, du coup, on a décidé en effet d'intervenir avec ADN, enfin, ADN CSE et moi-même, on a décidé de faire un point sur le télétravail parce qu'on s'est dit que c'était un sujet quand même assez d'actualité. C'est un mode d'organisation qui existe quand même depuis pas mal d'années, mais qui s'est énormément développé évidemment avec le Covid. Et même si actuellement, j'entendais encore il n'y a pas très longtemps une émission qui disait qu'on avait un petit peu un retour en arrière, parce que c'est vrai qu'il y a eu une effervescence avec le Covid, il y a eu énormément d'entreprises qui ont développé le Covid pour leurs salariés en mode d'organisation du travail. Et il y a un petit peu de retour en arrière sur certaines entreprises, notamment des entreprises américaines qui avaient dit on va faire du télétravail à 100% pour tous les salariés. Et là, il y a un petit retour en arrière, alors qui est lié à plein de choses, mais notamment, euh, il y a un peu un constat. Déjà, il y a une demande des salariés qui souhaitent revenir parfois ne pas faire du télétravail total en tout cas. Et puis, je regardais une étude, je trouvais intéressante, c'est une étude de l'OCDE qui démontre apparemment que jusqu'à 2 jours de travail, les salariés ont une performance plus importante en télétravail qu'en présentiel, mais au-delà de jours, en fait, la performance baisse. Voilà, après, peut-être à s'interroger sur, ça c'est plus, disons, sociologique, pourquoi le manque de liens, voilà, bref, pourquoi ça baisse. Voilà. Bon, alors, moi, c'est plus. Alors, le webinaire sera plutôt orienté sur qu'est-ce que dit en fait la réglementation, donc le droit du travail, mais de manière un peu plus large, les autres normes. Qu'est-ce que dit la réglementation sur le télétravail? Voilà. Et prends pas trop parti sur le plus et le moins, les inconvénients et les avantages, mais c'est plus axé sur la réglementation. Donc, j'ai décidé de partager le webinaire en deux parties. Et en effet, comme vous disait Agathe, je vous invite à poser des questions à la fin de la première partie. Avec plaisir, je vous répondrai. J'espère pouvoir répondre à vos questions. Euh, donc la première partie, ça sera vraiment tout ce qui est la définition, qui peut bénéficier du télétravail, la façon dont c'est mis en place dans l'entreprise. Et la seconde partie sera plus sur les droits et obligations des employeurs, mais également des salariés. Voilà, spécialement sur évidemment le télétravail. Donc, alors, je vais passer, parce que du coup, hop, voilà. Voilà, donc le plan, vous voyez, partie 1, la mise en place du télétravail, et les parties 2, les droits et obligations des parties en matière de télétravail. Voilà. Alors, en ce qui concerne la définition, on la trouve dans l'article L 1222-9 du Code du travail. Et il y a assez peu d'articles dans le Code du travail sur le télétravail. Ce sont les articles, on va des articles L 1222-9 du Code du travail à L 1222-11 du Code du travail. Voilà, donc c'est assez restreint. L'article 1222-9 est un gros article dans lequel on trouve pas mal de choses. Donc cet article est issu en grande partie. Alors, vous savez, sur le télétravail, il y a eu l'ANI 2005 qui s'était prononcée, l'ANI 2012 aussi, et l'ordonnance du 22 septembre 2017. Et en fait, cet article est issu de cette ordonnance du 22 septembre 2017. Donc, on a le code et actuellement, dans la réglementation, on a donc le code du travail, ces articles que vous avez cités, 1222-9 à 1222-11, et on a aussi en complément l'ANI 2020. Voilà. Donc, quand je reprends la définition du Code du travail, du coup, je ne vois pas ce que je suis séparé, voilà, que je ne connais pas par cœur, je déplace la petite fenêtre. La définition donc, donnée par le Code du travail, il s'agit de toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Donc on voit bien là qu'il y a plusieurs composantes en fait dans le télétravail. Pour qu'il y ait télétravail, quelles sont ces composantes? Et la définition du Code du travail permet bien
de relever en fait ces différentes composantes. Donc, il y a déjà toute forme d'organisation du travail, donc c'est quand même très large. Il y a également évidemment une exécution du contrat de travail en dehors des locaux du travail, qui est quand même le principe même du télétravail. D'ailleurs, se pose là la question annexe de savoir dans quels locaux on peut être autorisé à faire du télétravail. Il y a beaucoup de modes d'organisation qui se sont développés. Je pensais notamment au coworking, qui est plutôt plébiscité par les cadres, parce que je lisais une étude récente qui disait que 21% des cadres en télétravail travaillaient dans des espaces de coworking, ce qui permet en fait d'avoir des ressources, notamment des imprimantes, enfin un bureau, voilà, une confidentialité, etc. Et puis aussi d'avoir une séparation vie privée, vie professionnelle. Donc voilà, c'est plutôt apprécié. Et en voie de développement, on voit apparaître pas mal d'espaces de coworking qui se créent un peu partout. Mais se pose la question, est-ce qu'on peut travailler dans une résidence secondaire? Est-ce qu'on peut travailler à l'étranger? Est-ce qu'on peut travailler dans un café? Alors, la problématique globale, en fait, c'est le problème de la confidentialité, forcément. Est-ce que ça sera suffisamment confidentiel, notamment si on a des réunions euh, dans un café, je repensais à ça, parce que parfois, moi, j'ai une expérience personnelle, mais ça m'est déjà arrivé de travailler dans un train et j'ai déjà vu des gens faire des réunions dans des trains dans lesquels, en fait, ils parlaient de personnes que moi, je connaissais, pensant être en toute... enfin, être entre eux, et alors qu'en fait, au niveau de confidentialité, le train, évidemment, voilà, ça peut poser problème. Donc, voilà, se pose la problématique de la confidentialité. C'est pour ça, en fait, qu'on voit d'ailleurs dans les accords qui sont mis en place dans le cadre du télétravail, souvent des restrictions des employeurs sur le lieu du télétravail. Voilà. Donc, notamment, il y a souvent une acceptation sur la résidence secondaire, mais assez peu sur le déplacement à l'étranger. Voilà, l'employeur souhaite restreindre pour des raisons diverses et variées. Voilà. Alors, donc je reprenais toute organisation du travail en dehors des locaux de l'employeur. Le deuxième terme hyper important, je trouve, c'est de façon volontaire, car ça, on va le voir tout à l'heure, mais c'est important. Il faut absolument que ça soit volontaire, c'est-à-dire on ne peut pas imposer à un employeur le télétravail comme on ne peut pas imposer à un salarié un télétravail. Il y a des exceptions, on les verra après, mais le principe, c'est qu'il faut l'accord des parties, l'employeur et le salarié, pour pouvoir en fait faire du télétravail. Voilà. Et ensuite, évidemment, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, puisque sans l'utilisation de ces technologies de l'information et de la communication, évidemment, il n'y a pas de télétravail. Enfin, on n'est pas dans la définition du télétravail. Il faut utiliser Internet, l'ordinateur, enfin bon, le téléphone, enfin bon, bref, tout ce que vous connaissez. Quoi. Voilà. Du coup, j'étais en train, je continue. La question, on continue, c'est un peu la suite quand je vous disais il faut que le télétravail soit volontaire. La deuxième question qui se pose, c'est qui peut bénéficier en fait du télétravail. Donc, le Code du travail ne précise pas en fait qui peut bénéficier, interdit le télétravail à certaines personnes ou pas. Tous les salariés peuvent bénéficier du télétravail. Voilà. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que l'employeur peut refuser le télétravail ou est-ce que le salarié peut refuser le télétravail? Et ça, c'est une seconde question. Donc, évidemment, tous les salariés peuvent bénéficier du télétravail. Ça dépend de la fonction qu'on a. Il y a évidemment certaines fonctions, je pensais par exemple à un boulanger, où le télétravail est impossible. Mais je crois que dans une étude, il me semble que c'est à peu près, ils estimaient à 40% le nombre de postes pouvant être éligibles au télétravail en France. Hein. Voilà, dans l'ensemble des postes en entreprise. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? En gros, là, la question, c'est est-ce que l'employeur peut refuser le télétravail? Et là, on va faire une différence entre est-ce qu'il y a du télétravail qui a été mis en place dans l'entreprise et est-ce qu'il y a du télétravail, est-ce qu'il y a du télétravail qui a été mis en place dans l'entreprise ou est-ce que ça n'a pas été mis en place? Donc, quand le télétravail a été mis en place dans l'entreprise, la question qui se pose, c'est est-ce que l'employeur peut quand même refuser le télétravail à un salarié qui, de par l'organisation qui a été mise en place, serait éligible au télétravail. Donc voilà. Donc là, dans ces cas-là,
il faut savoir en fait que l'employeur peut quand même refuser la mise en place du télétravail pour un salarié qui serait éligible au télétravail dans une entreprise où le télétravail a été mis en place, ou en tout cas organisé. C'est possible, mais il devra évidemment le motiver. Et la motivation, il faut absolument, et on voit, alors ça c'est des termes qu'on voit très très souvent en droit social, il faut que la motivation soit fondée sur des arguments pertinents et objectifs. C'est vraiment un terme qu'on retrouve toujours, hein. Pertinent et objectif, c'est vraiment, voilà, un grand principe du droit du travail. Donc, qu'est-ce qu'un argument pertinent et objectif? Et on peut donner des exemples. Ces arguments pertinents et objectifs, ça va être, et objectifs, pardon, ça va être par exemple une ancienneté qui n'est pas suffisamment importante, qui fait que du coup, le télétravail peut poser problème parce que le salarié n'a pas l'autonomie suffisante pour pouvoir être tout seul sans pouvoir éventuellement se référer à quelqu'un qui pourrait lui donner un coup de main s'il a des questions. Le deuxième exemple qu'on cite très souvent, c'est la nécessité de maintenir le bon fonctionnement d'une équipe. Donc, notamment quand les gens doivent travailler ensemble ou pour un manager qui soit suffisamment présent pour ses équipes. Vous voyez à peu près des exemples. Voilà. Donc, en gros, euh, il faut absolument enfin, interdire le télétravail pour être possible, mais vous voyez, c'est par rapport à des arguments. Il faut que ça soit justifié, bien évidemment, et que ça soit quelque chose qui soit pas lié à la personne. C'est pas, je ne veux pas que toi tu fasses du télétravail parce que toi tu n'es pas sérieux. Là, ça sera, je trouve que tu n'es pas assez sérieux, que tu respectes pas les horaires. Enfin, ça serait pas, enfin, ça pourrait être considéré comme quelque chose qui n'est pas objectif. Voilà. Et la difficulté derrière, ça serait que l'employeur soit euh, comment dire, soit, je cherche mes mots, soit considéré comme étant responsable d'une rupture d'égalité de traitement entre ses salariés. En fait. Voilà. Puisque pourquoi une personne en télétravail et une autre personne qui fait exactement le poste, pourquoi deux personnes avec le même poste, pourquoi il y en a une qui fait du télétravail et l'autre non. Voilà. Il y aurait une rupture d'égalité, sauf si évidemment l'employeur a des arguments objectifs et pertinents. Voilà. Si, par contre, si le télétravail, autre cas surtout, autre situation, si le télétravail n'a pas été mis en place dans l'entreprise, là, le principe, c'est que l'employeur peut refuser la mise en place du télétravail sans motivation. Voilà. Mais il y a des exceptions, et elles sont importantes. C'est le salarié peut quand même demander à télétravailler. Et dans ces cas-là, on retourne sur le système que l'employeur peut refuser, mais il devra le motiver par un élément pertinent et objectif. C'est, et dans cette catégorie, en fait, les salariés porteurs d'un handicap ou les proches qu'on considère comme aidants. Actuellement, on en parle beaucoup ces dernières semaines, soit d'un parent âgé, soit d'un enfant, soit d'un proche. Voilà. En sachant d'ailleurs que avant juillet 2023, on parlait des proches aidants d'une personne âgée, d'un parent âgé, et a été élargi, les salariés pouvant prétendre à du télétravail, en tout cas demander à du télétravail, même si l'employeur ne l'a pas mis en place dans son entreprise. On a élargi en fait aux aidants des enfants, enfin des enfants dans une situation de fragilité, hein, et les proches. Voilà. Du coup, autre point important, autre question qui peut se poser, en fait, c'est est-ce que le salarié peut refuser la mise en place du télétravail? Parce que c'est vrai que le télétravail est vu comme quelque chose de positif, enfin, en tout cas d'un avantage, en tout cas, mais certains salariés euh, n'adhèrent pas, en fait, au télétravail. Ils n'aiment pas, voilà, ils aiment pas, ils sentent pas ils ne peuvent pas télétravailler dans de bonnes conditions chez eux. Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'un salarié peut refuser, enfin, peut ne pas avoir envie de faire du télétravail. Donc, la question qui se pose, est-ce qu'on peut, en tant que salarié, refuser la mise en place du télétravail qui est organisé par l'employeur? Et la réponse, en fait, est oui, puisqu'on voit bien dans le Code du travail que la définition du télétravail, c'est un mode d'organisation volontaire. Donc, volontaire, ça veut bien dire que le salarié peut refuser. Et d'ailleurs, le Code du travail prévoit dans le même article, hein, article 1222, L 1222-9, que le refus d'accepter le télétravail n'est pas un motif de rupture du contrat de travail.
Donc, c'est bien que le salarié peut refuser et on ne peut pas le reprocher de refuser le télétravail. En tout cas, on ne peut pas le sanctionner pour le refus, ni mettre fin à son contrat pour le refus, enfin encore moins mettre fin à son contrat pour le refus de télétravail. Alors, il y a évidemment des exceptions à ça, qui est une exception malheureusement récente qu'on a eue il y a quelques temps, qui est les crises sanitaires, le Covid, mais donc les circonstances qu'on peut dire exceptionnelles, par exemple le Covid, et la force majeure. La force majeure, je pensais, vous savez, une entreprise qui, par exemple, brûle, où il y a un incendie, l'entreprise est entièrement détruite, il faut maintenir l'activité, il faut que les salariés puissent puissent continuer à exercer leur activité et du coup faire perdurer l'entreprise, en tout cas maintenir l'entreprise à flot grâce au télétravail. Voilà. Alors, du coup, je passe maintenant sur un truc un peu plus, disons, un point un peu plus pratique, qui sont plus techniques, disons, qui sont les modalités de mise en place du télétravail. Donc, en fait, la question qui se pose, c'est comment le télétravail, quand une entreprise n'a pas de télétravail en place, comment elle peut mettre en place le télétravail. Voilà. Il y a trois, d'ailleurs définis dans le Code du travail, il y a trois modes de mise en place du télétravail. Soit un accord individuel entre l'employeur et le salarié. Et là, on retrouve le côté de la définition, vous savez, le principe de la définition volontaire. Donc, il faut un accord des deux parties, de l'employeur et du salarié. En sachant là, la petite spécificité, c'est que ce que dit le code, c'est que ça peut être prouvé par tout moyen. Donc, il n'y a pas la nécessité, par exemple, de faire un avenant au contrat de travail. Ça peut être un simple échange d'écrit, mais il faut en tout cas matérialiser cet accord, en tout cas la volonté explicite et non ambiguë du salarié et de l'employeur, bien évidemment. Soit il y a un accord collectif qui est en fait un accord d'entreprise, soit la troisième modalité, c'est la charte qui est élaborée unilatéralement, si on peut dire, enfin unilatéralement d'ailleurs, pas l'employeur, qui doit après, enfin qui est diffusée après avis du CSE. Alors évidemment, après avis du CSE, quand il y en a un. Quand il n'y en a pas, il n'y a pas de besoin d'avis du CSE. Voilà. Alors là, la petite particularité qui d'ailleurs qu'on voit dans le Code du travail, le Code du travail le décrit très, très exactement, c'est que quand il y a une charte élaborée par l'employeur ou un accord collectif, le Code du travail impose des clauses obligatoires à l'intérieur de cette charte ou de cet accord collectif. Elles sont listées dans le Code du travail, donc je vais les reprendre, mais vous les retrouverez sans aucun problème. Il s'agit des conditions de passage en télétravail et du retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail, des conditions de passage sur la mise en place du télétravail, retour, notamment, donc, vous savez, quand il y a des événements, par exemple, de pollution, comment on met en place le télétravail et comment on arrête de remettre, comment on revient à un état en présentiel quand il n'y a plus de passage de pollution, enfin, de passage de problème, enfin, problématique de pollution en tout cas. Il y a aussi une clause qui doit définir les modalités de contrôle du temps de travail ou de la régulation de la charge de travail. Donc là, on voit bien, on le reprendra dans les droits et obligations de l'employeur et du salarié, qui est que forcément, comme le salarié fait un travail en télétravail, pas dans les locaux de l'entreprise, il faut pouvoir contrôler son temps de travail, mais également le salarié doit pouvoir avoir enfin, comment dire, être, comment dire, avoir une régulation de sa charge de travail. C'est-à-dire qu'il va falloir veiller à ce que la charge de travail soit adéquate, qu'elle soit pas trop grosse, enfin, trop importante. Enfin, voilà, c'est un peu comme les cadres forfaits d'ailleurs. On voit à peu près le même principe, c'est-à-dire qu'il faut absolument veiller à ce que la charge de travail soit en adéquation avec le temps donné aux salariés pour effectuer le travail. Voilà. La troisième clause, si on peut dire, c'est la modalité d'acceptation du salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail. Donc là, on revoit le, le principe que le télétravail doit être volontaire. Ensuite, on a la détermination des plages horaires durant lesquelles le salarié peut être contacté. Voilà. Il faut préciser pendant combien de temps, enfin, quelles sont les plages en fait qui fait que l'employeur peut contacter le salarié
ou pas d'ailleurs. On rejoint là dans ce cadre-là, vous savez, le principe du droit à la déconnexion, hein, clairement. Voilà. Et enfin, la dernière clause, c'est les modalités d'accès du télétravail de certaines catégories de salariés. Et le Code du travail, d'ailleurs, prévoit, donc on retrouve en fait les personnes qu'on a vues tout à l'heure qui peuvent demander à bénéficier du télétravail alors qu'il n'y a pas de télétravail mis en place, les salariés qui sont porteurs d'un handicap, les aidants. Et il y a un point aussi sur les femmes enceintes qui, en fin de grossesse, peuvent bénéficier du télétravail. Voilà. Mais tout ça, en fait, ce sont des modalités qui se négocient, alors, soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, soit avec une discussion avec le CSE. Voilà, donc bon. Donc, en tout cas, pour conclure, disons, sur cette première partie, euh, on voit que il y a pour l'instant, je trouve qu'il y a énormément encore de zones un peu d'ombre sur le télétravail. On est un peu en pleine je pense que la réglementation va s'étoffer au fur et à mesure, parce que pour l'instant, c'est encore assez light, en fait, si on peut dire. Et parfois, certaines questions ne sont pas toujours très claires et bien traitées, quoi. Voilà. Donc, bon, si vous avez des questions, je suis disponible pour vous sur cette première partie avant qu'on passe à la seconde partie. Merci Voilà. beaucoup en tout cas, Karine. Est-ce que du coup vous avez des questions? Je vous invite, alors soit vous pouvez poser vos questions de vive voix, soit vous pouvez également les noter dans l'onglet Discuter qui est juste en dessous normalement. Et là vous allez pouvoir du coup poser toutes vos questions à notre intervenante qui prendra du coup plaisir à y répondre. Mhm. Oui, puis n'hésitez pas aussi, si jamais j'ai pas été claire sur un point, que vous voulez que je revienne, que je répète, enfin, voilà. Alors nous avons Pas de une souci. première question, Karine, de Mediagest. Quel est l'article des clauses? Merci. Ah, des clauses. Alors, il faudrait que je retrouve. Alors, je crois que c'est le même article. C'est une bonne question. Je cherchais mon. J'aurais dû reprendre mon. Je crois que c'est l'article. Ah, j'ai révisé, mais je vais essayer de mettre. Et je ne retrouve plus. Je crois que c'est le même article. Ah, j'en retrouve plus mon. Excusez-moi. Du coup, je cherchais mon petit. Bon, c'est ce que j'ai fait. Je vais essayer de retrouver. Je sais pas comment ça. Je sais comment je vais faire. Regardez ce mot. Je crois que c'est l'article L 1222-9, mais je vais vérifier hein, parce que quand même. Hop, je pense que c'est article du code du travail. Hop, télétravail. Voilà. Tuk 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 tuk. Voilà. Oui, alors, du coup, c'est bien ça, hein, c'est bien l'article, on est sur les mêmes articles. En fait, c'est un article qui est très très long, l'article 12-20, enfin, L 1222-9, où il y a vraiment la définition, la mise en place, la façon dont on met en place le télétravail dans l'entreprise. Et il y a toutes ces clauses, en fait, qui sont, vous voyez, c'est l'article, donc il y a un grand 1 sur cet article et il y a un grand 2. Et dans la grand 2, c'est marqué l'accord collectif applicable, ou à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise petit 1, les conditions de passage en télétravail. Petit 2, les modalités d'acceptation par le salarié des conditions. Donc, il y a toutes les clauses qui sont énumérées comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Avez-vous d'autres questions, Mediagest ou nos autres participants à poser à notre intervenante? Est-ce que tout a été clair pour vous sur cette première partie? Oui, j'ai une question, Allez-y. en fait. Il me semble que, il faut distinguer quand on parle de télétravail du travail à domicile, en fait. Il me semble que le travail à domicile, c'est un statut particulier où les salariés euh, vont fabriquer des choses chez Mm, elles. mm, mm, mm. Et Tout à fait. à la différence des télétravailleurs qui, eux, bénéficient en fait des outils numériques pour pouvoir travailler, être en lien avec la société dont ils font partie. Donc, ma question, en fait, c'est par rapport à la réversibilité du télétravail. Parce que normalement, on est censé aussi bien pouvoir effectuer ses tâches dans la société que chez soi, normalement, Mhm. d'après ce que j'ai compris. Tout à fait. Et, et moi, ma question va au-delà, c'est pour les salariés, par exemple, qui travaillent pour une société qui est à l'étranger.
Ouais. et pour qui ce n'est pas possible en fait. On parle de quoi alors dans ce cas-là? De télétravail, de travail à Il- domicile? Parce qu'il n'y a pas de réversibilité là dans ce cas-là. Ouais, Dans aucun cas, je peux décider à un moment c'est de vrai. dire j'arrête de faire du télétravail, je vais travailler au siège de ma société qui est situé à Manchester par exemple. Donc, Ouais, ouais, c'est vrai. Oui, euh, en fait, il peut y avoir, en effet, il y a des salariés qui en sont en télétravail, ce qu'on appelle le télétravail total, en fait. Et d'ailleurs, vous savez, il y a une clause, alors on le voit après, hein, mais il y a une obligation de l'employeur. Alors évidemment, quand l'entreprise est à l'étranger et que vous êtes en France, c'est un peu compliqué, mais en fait, l'entreprise doit proposer, quand un poste se libère qui n'est pas en total télétravail, l'entreprise doit proposer aux salariés en télétravail, évidemment avec les mêmes compétences et les mêmes pour un poste avec les mêmes compétences et les mêmes qualifications, l'entreprise doit proposer en fait aux salariés qui est en total télétravail un poste qui n'est pas en total télétravail, si on peut dire. Mais oui, oui, je suis d'accord avec vous. Enfin, là, pour moi, alors pour moi, ce sont des salariés en télétravail et non pas du travail à domicile. on Parce que reste dans ça, du télétravail. D'accord. ouais, ça reste du télétravail, ouais. Ouais, Ok. Donc c'est du ouais, ouais. 100% télétravail et mais il n'y a pas de réversibilité, donc il y a quand même un trou dans la raquette. Ouais, il y a pas de réversibilité possible, ouais. Mais c'est possible, hein, c'est pas. C'est-à-dire qu'une fois que l'accord a été donné et que c'est volontaire, enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais vous savez, c'est vrai qu'il faut que le télétravail soit volontaire, mais une fois que l'accord est donné, par exemple, quand vous postulez sur un poste qui est en total télétravail, en fait, vous donnez votre accord pour être en total télétravail, en fait. C'est à ce moment-là que ça doit être volontaire, en fait. C'est au moment où on commence le télétravail, où l'emploi commence, en fait, si on peut dire, où les conditions de mise en œuvre de l'organisation du travail, en tout cas, peut être mis en place. Après, il n'y a pas d'obligation, en effet, pour l'employeur de revenir en sens inverse. Je ne sais pas si je suis claire, en fait. C'est-à-dire, pour moi, en fait, Oui, le oui, côté oui. volontaire, il est au départ, quoi. Mm. D'accord. Ok. Mais Non, c'est non, vrai que c'est ça une va bonne. être comme un accord en fait avec le salarié à un moment donné. Et, Tout à fait. et, Ouais, ouais. Ouais, l'accord, en fait, des conditions de travail, c'est le télétravail, en fait, pour le coup. Mais je pensais à ça parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'entreprises américaines qui. Enfin, moi, j'ai des amis comme ça qui bossent chez Google, hein, et on leur avait dit, vous revenez à 100%, enfin, vous êtes à 100% en télétravail. Et puis là, maintenant, l'entreprise commence à dire, non, en fait, vous revenez. Et il y en a certains à qui on a demandé, en fait, de revenir carrément au siège américain. Ce qui pose évidemment problème là pour le coup, mais on leur change complètement leur lieu de travail. Après, ils ont une clause de mobilité qui permet de le faire, hein, j'imagine. Moi, j'ai pas bien regardé le truc, mais en tout cas, ils étaient en total télétravail avec en fait une sectorisation pour certains, enfin, je sais pas, comment dire, un lieu de travail pour certains qui étaient à l'étranger, alors que eux, ils travaillaient, enfin, aux États-Unis, alors que eux, ils travaillaient en France. Et oui, c'était d'accord. accepté, ça fait partie du deal. Et c'est vrai que maintenant, on leur dit, bah, maintenant, vous revenez. Oui, parce On- que ça peut être litigieux, parce qu'après, ça peut être une façon facile de licencier les gens en leur proposant ça. Donc, ok. Carrément. Bah, ils font d'ailleurs un plan de départ volontaire, hein, chez Google France. Enfin, il y a énormément de licenciements et oui, c'est un peu de ce qu'on m'en a dit. En effet, c'est une façon. Enfin, les salariés se posent la question de savoir est-ce que c'est pas une façon ouais, d'inciter certains salariés enfin, donc oui, de réduire en fait l'effectif, quoi. Tout à fait. Ok, Ouais. bon, mais merci. Oui, je vous en prie. Karine, nous avons encore d'autres questions. Ah, Du coup, c'est la question de Drift. Certaines entreprises aujourd'hui n'ont plus de bureau pour accueillir l'ensemble des employés. Comment ça se passe c'est au vrai. niveau de la réversibilité? Mais je pense que c'est la même question. Je pensais à ça en effet. C'est vrai que maintenant, actuellement, je trouve qu'il se met en place ce qu'on appelle le flex office. Et le flex office, en fait, parce que l'avantage du télétravail, quand même, c'est que pour l'employeur, je pensais, bon, il y a des avantages pour les salariés, mais l'avantage pour l'employeur, c'est qu'en effet, réduire en fait la, la surface de bureau qui coûte très cher et permettre en fait, en effet, qu'il y ait moins de salariés présents dans l'entreprise en même temps. Donc, forcément, si tous les salariés reviennent, tout le monde ne peut pas être accueilli. Voilà. Et c'est un peu la problématique du flex office. Ben, en fait, c'est un peu la même question qu'on échangeait quand on échangeait avec Monsieur Caillol. J'espère que j'écorche pas le nom de famille. En fait, c'est que il y a une réversibilité. En fait, il y a pas, enfin, il y a pas d'obligation de réversibilité. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que le télétravail a été mis en place, le côté volontaire en fait du télétravail, l'accord se donne au début. Après, au début de la mise en place du télétravail, les modalités, combien de jours, etc. Après, tout est une question de négociation. C'est en fait le salarié peut demander à revenir, mais il va falloir l'accord de l'employeur.
Voyez, parce qu'en fait, on remodifie. Je vais essayer d'être un peu plus clair, mais en gros, on remodifie les conditions de travail. On a des conditions de travail qui est du télétravail, par exemple, pendant 2 jours. Et si le salarié ne veut pas et veut revenir sur une journée, on va remodifier les conditions de travail. Donc, en fait, on remodifie, en fait, si on peut dire, enfin, un peu le contrat de travail, quoi. Je ne sais pas si Merci. je suis claire. Si, si. Ouais. On ne se rend pas compte, en En fait. tout cas pour moi, j'espère que c'est également le cas pour vous, Drift. Oui. Parce que c'est Euh, vrai que c'est pas... On a l'impression d'être clair soi-même, mais parfois, c'est pas toujours. Nous avons également une autre question. Est-ce qu'il y a un risque pour l'employeur à pratiquer le télétravail un peu en accord de principe, sans charte et sans accord? Oui, moi je trouve que c'est toujours mieux de... Alors après, il n'y a pas d'accord de principe, c'est-à-dire qu'en fait, il faut au moins que l'employeur se prémunisse d'avoir un accord écrit du salarié prouvant qu'il est d'accord sur le télétravail. Il faut au moins qu'il y ait un échange là-dessus. Et c'est vrai que le conseil, et d'ailleurs l'ANI, vous savez, 2020 le dit, hein, le conseil, c'est d'essayer de négocier et de prévoir, et ça peut se faire aussi dans le cadre d'un accord individuel, les modalités en fait du télétravail. Vous voyez, toutes les modalités en fait. Qu'est-ce qu'on donne comme outil, euh, comment tout... Parce que c'est pas parce que c'est un accord individuel que vous savez les clauses obligatoires qu'il y a dans l'accord collectif ou les chartes élaborées unilatéralement par l'employeur ne peuvent pas être indiquées dans l'accord individuel. Moi, je pense que plus on s'accorde, on discute sur la mise en place et comment on fonctionne, et moins il y a un risque d'incompréhension ou de mauvaise interprétation. Plus on est clair, et mieux c'est, moi je pense. Voilà. Et l'ouverture, là c'est du dialogue en fait social avec les salariés pour le coup, et l'employeur. Ouais. Nous avons une autre question. Quels sont les arguments pertinents et objectifs pour considérer que le salarié est autonome et n'a pas besoin de soutien rapproché? Ouais, ça c'est une bonne question. Euh, Ah là là. Alors, c'est vrai que est-ce que le salarié est autonome? Alors, il y a en argument objectif, il y a l'ancienneté, vous voyez. Il y a aussi le type de poste, du coup. Par exemple, quelqu'un qui a une fonction de cadre qui nécessite, en fait, même si c'est pas du cadre encadrement, hein, qui nécessite une certaine expertise et une certaine autonomie, forcément. Alors, s'il est là depuis 2 mois dans l'entreprise, il y a peut-être besoin d'être un peu plus présent, voilà. Mais vous voyez, ça serait plus, voilà, ça dépend des tâches, en fait. Est-ce qu'il y a un besoin de validation ou pas? Voilà, ça pourrait être des arguments qui pourraient être pris en compte. Ouais. Ouais. Merci, Karine. Nous avons aussi une... Alors, je vous propose juste du coup de répondre à cette dernière question et ensuite on va pouvoir continuer. Puis, bien évidemment, un dernier temps de questions-réponses sera dédié à la fin du webinaire. Juste une dernière question, Karine. S'il y a un accord collectif, faut-il aussi un accord individuel pour salariés concernés? Alors, non, enfin, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a un accord collectif, il n'y a pas besoin d'accord individuel, mais vous voyez, on voyait dans les clauses obligatoires, il faut quand même, en fait, se réserver. euh, il- je vais reprendre ma petite phrase du code, en fait, qui dit que, je reprends mes petits, excusez-moi, il faut que l'accord collectif ou la charte, donc là on est dans ce cas-là, détermine les modalités d'acceptation du salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail. Donc il y a quand même besoin d'un- d'une matérialisation, même si le salarié est dans les salariés éligibles au télétravail en vertu de l'accord collectif et de la charte élaborée. Moi, je pense qu'il faut se prévoir quand même un petit écrit pour se mettre, voilà, pour matérialiser en fait l'accord individuel du salarié concerné. Vous voyez, ça n'exclut pas. Et d'ailleurs, les clauses le prévoient de l'accord collectif ou de la charte. Enfin, le Code du travail prévoit en fait que cet accord existe en fait, cet accord individuel. Voilà. Ça, c'est bon? C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Oui, excusez-moi. Oui, oui, oui. C'est bon, Oui, Karine. oui. Eh bien, on va Ok. pouvoir continuer du coup. Bon, alors, d'accord. Bon, alors, on continue sur. Donc, la seconde partie, vous savez, c'est tout ce qui est. Alors là, j'ai un peu plus orienté. Bon, c'est un peu un plan classique, mais bon, voilà, c'est un peu. Au moins, c'est clair. Sur les droits et obligations de l'employeur en matière de télétravail et sur les droits et obligations du salarié en matière de télétravail. Alors, là, vous verrez. Voilà, moi, c'est un peu un parti pris, hein, c'est-à-dire que forcément, les droits
les obligations de l'employeur correspondent à des droits des salariés et vice-versa. Donc forcément, il y a un peu un écho. Donc bon, j'ai classé dans droits et obligations des employeurs des choses qui pourraient en fait être classées en salariés. Mais bon, voilà, il fallait faire des choix. Donc je me suis dit que voilà. J'ai dit donc les choses les plus importantes dans les droits et obligations de l'employeur, j'ai mis plutôt chez l'employeur. Et pour le salarié, voilà, j'ai mis tout ce qui est le plus important. J'ai mis pour le salarié, enfin en tout cas primordial pour le salarié, j'ai mis sur la partie droits et obligations du salarié. Donc, en ce qui concerne les droits et obligations de l'employeur, bien évidemment, le salarié qui est en télétravail, on peut se poser la question quels sont les droits et obligations de l'employeur par rapport à ce salarié en télétravail. Alors, il y a les droits et obligations générales, hein, c'est-à-dire, évidemment, c'est un contrat de travail qui s'exécute, donc il y a les mêmes obligations l'employeur a les mêmes obligations et les mêmes droits que vis-à-vis d'un salarié en présentiel. Voilà. Notamment, on peut parler, alors je peux citer ce qui me paraissait peut-être ce qui pose le plus de problèmes, ou en tout cas ce qui est le plus classique, c'est en matière de droit, par exemple, c'est le droit de contrôle du travail fourni. Parce que c'est vrai qu'un salarié en télétravail, vous savez, l'employeur a un droit de contrôle, en fait, quand le salarié, qui fait partie de son pouvoir de direction. Et là, en fait, va se poser la question de comment on va matérialiser le contrôle de l'employeur sur qu'est-ce que fait le salarié, quoi. En tout cas, et donc à voir comment matérialiser, quelle production le salarié doit donner pour que ça puisse être, que l'employeur puisse voir un peu ce que le salarié produit ou pas, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et sur les obligations, en fait, l'employeur, la problématique importante, c'est que l'employeur doit proposer les mêmes avantages que pour les salariés sur place. Et alors, je repensais du coup à la question sur la personne sur les salariés qui sont en télétravail total, mais en fait, ils doivent avoir exactement les mêmes avantages que les salariés qui sont situés dans l'entreprise. Et je pensais notamment à tout ce qui est les tickets restaurants. C'est qu'en fait, quand vous êtes en télétravail, vous avez accès, et que les salariés sur place ont des tickets restaurants, vous devez aussi bénéficier des tickets restaurants. Voilà. On a, je pensais également, vous savez, à tout ce qui est l'obligation de sécurité de l'employeur en matière de santé pour les salariés et de risques professionnels, avec le droit à la déconnexion et les équipements. Voilà. La question qui se pose, c'est en fait, évidemment, un salarié en télétravail, la- le gros risque, c'est les salariés qui ne coupent pas, en fait, qui sont chez eux et qui continuent à travailler très longtemps et à empiéter sur leur vie professionnelle. Évidemment, là, on est dans leur vie personnelle, excusez-moi. Là, évidemment, on est dans un risque sur la santé qui est quand même pas négligeable quand on ne peut plus couper entre la vie personnelle et la vie professionnelle, avec des risques de burn-out ou de stress, enfin bon, tout ce qui va. Et là, c'est vrai qu'il sera important pour l'employeur de prévoir une information peut-être un peu spécifique, mais qui existe aussi. Alors, c'est pour ça que je l'ai plutôt classée dans les droits et obligations générales, parce que cette information et cette précaution et cette obligation de l'employeur, en fait, elle existe aussi pour les salariés sur place. C'est tout ce qui est, vous savez, la vigilance sur le droit à la déconnexion. L'employeur doit, en fait, veiller à informer le salarié sur son obligation, si on peut dire, de déconnexion ou ses précautions à prendre pour qu'il de temps en temps il se déconnecte, l'informer sur les risques de l'absence de déconnexion. Voilà. Et ça, pour le coup, ça existe pour les salariés en télétravail, mais les salariés qui travaillent sur place et qui parfois retravaillent chez eux ou parfois ont sur leur téléphone portable des mails de l'employeur, bah, voilà, la problématique se pose de manière identique, quoi. Voilà. Et je voulais juste vous préciser sur cette obligation de sécurité de l'employeur. Et alors, c'est un peu annexe, mais bon, quand même, c'est important dans le cadre du télétravail. Euh, En réalité, il y a quand même des risques spécifiques professionnels qui doivent être évalués, vous savez, dans le cadre du document unique d'évaluation des risques professionnels, du DUERP, qui est un document obligatoire. Et en fait, dans le cadre de ce document, le risque télétravail est un risque, en fait. Et c'est un risque qui doit être évalué par l'employeur. Et ça, c'est important. Et je vous invite, alors si ça vous intéresse et si vous voulez creuser la question, il y a un site qui est très, très bien fait, le site de l'ANAC. L'ANACT, vous savez, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration
des conditions de travail. Ça s'écrit ANACT. Et sur ce site, il y a une mine d'infos sur le télétravail, les risques sur le télétravail. Il y a des kits pour les employeurs pour mettre en place des bonnes pratiques, de l'information euh, pour le salarié dans le cadre du respect justement de cette obligation de sécurité. Je trouve que c'est assez. Et il y a un site aussi gouvernemental qui s'appelle télétravailler.fr. Voilà, c'est un site gouvernemental spécifique sur le télétravail. Donc voilà, je vous invite à aller regarder. Il y a quelque chose, quelques trucs intéressants à voir. Voilà. Alors sinon, pour continuer sur les droits et obligations de l'employeur, on a aussi, on peut dire des... Alors, il y a aussi des droits et obligations spécifiques qui ont été mises en place dans le cadre du télétravail, qui sont vraiment spécifiques, on peut dire, à la mise en place du télétravail, plus exactement. Il y a une obligation d'information sur les restrictions à l'usage des outils qui sont mis à la disposition du salarié en télétravail. C'est-à-dire que, vous savez, les outils, ce sont tout ce qui est ordinateur, téléphone portable. En fait, l'employeur doit informer alors, ce qui existe aussi en matière de salariés qui travaillent dans l'entreprise, mais c'est vraiment une obligation matérialisée et encore plus forte en fait en matière de télétravail. On doit informer au salarié qu'il peut utiliser, je sais pas, Internet ou l'ordinateur de l'entreprise pour son usage personnel, mais pas plus de tant d'heures. Enfin oui, je vous donne des exemples, et voilà, ça peut être tant d'heures ou pas plus de, ou qui ne peut pas utiliser le téléphone portable le week-end. Enfin bon, voilà, le téléphone portable de l'entreprise évidemment le week-end. Voilà, donc il y a des restrictions. Et donc, il doit y avoir une information s'il y a des restrictions à l'usage des outils, hein, parce que parfois il y a pas de restrictions. Et il faut aussi également informer quelles seront les sanctions si le salarié ne respecte pas cette restriction sur les usages. Voilà. Parce que parfois, en fait, on oublie cette partie-là. On pense à informer le salarié sur la restriction de l'usage des outils, mais on ne pense pas à lui dire, bah, voilà ce que tu risques si tu dépasses l'usage quoi, qui est convenu. Voilà. Il y a aussi, alors on en parlait tout à l'heure lors des questions, la priorité sur les postes sans télétravail. En fait, alors ça c'est en cas de télétravail total, l'employeur, si un poste se libère, si l'employeur a des salariés qui sont en télétravail total, quand un poste se libère dans l'entreprise avec du télétravail partiel ou pas de télétravail, il doit proposer en priorité aux salariés qui sont chez lui en télétravail total ces postes-là. Alors évidemment, avec un niveau de compétence et de qualification identique, parce que sinon, ça serait un inconvénient pour les salariés. Voilà. Et ensuite, il y a aussi une obligation d'entretien annuel sur la charge de travail et les conditions d'activité. Et là, je trouve qu'on se rapproche un peu des conditions et des obligations de l'employeur en matière de salariés au forfait où voilà, il doit y avoir absolument la matérialisation d'un entretien annuel dans lequel l'employeur et le salarié doivent discuter sur quelle est la charge de travail, est-ce qu'elle est adéquate évidemment, et comment il exerce son activité, est-ce qu'il a des bonnes conditions pour exercer son activité, est-ce qu'il a une connexion Internet qui fonctionne, des outils adaptés, un siège ergonomique si il a des problèmes, si la médecine du travail a proposé à conseiller un siège ergonomique pour des problèmes de santé. Voilà, tous ces points-là. Voilà, il me semble que j'espère n'avoir rien oublié, mais il ne me semble pas. Voilà, non, je pense que donc je passe à la dernière partie en fait, qui est les droits et obligations du salarié. Alors, comme avec l'employeur, un droit et obligation de l'employeur, c'est la même. On peut classer ces droits et obligations en deux parties. Une première partie, ce sont les droits et obligations générales, c'est-à-dire qu'évidemment, le salarié a les mêmes obligations et les mêmes droits qu'un salarié qui est en présentiel. Et puis, il y a évidemment des droits et obligations, on peut dire, spécifiques qui sont liés à l'activité particulière du télétravail. Donc, en ce qui concerne les droits des salariés, on revoit un peu ce que j'ai dit dans le cadre de l'employeur, c'est-à-dire en fait, il faut évidemment que les salariés aient les mêmes avantages
les mêmes droits individuels et collectifs des salariés en présentiel. Et alors, je repensais, c'est vrai que c'est surtout vrai ça sur les gens qui sont en télétravail total. Il faut qu'ils aient la même couverture prévoyance, la même couverture santé. On retrouve, vous savez, les tickets restaurants, l'accès aux activités sociales et culturelles du CSE aussi. Ça, c'est important, le même accès. Voilà, sinon il y aurait une discrimination, on peut dire. Voilà. Et en ce qui concerne les obligations, évidemment, il y a l'obligation de respecter les plages horaires, de disponibilité, vous savez, de temps de travail, si on peut dire, mais aussi les temps de repos, mais exactement comme un salarié classique. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, il faut 11 heures de temps de repos quotidien, donc il faut respecter ces temps de repos. D'où le contrôle de la déconnexion. Voilà. Voilà. Et en ce qui concerne le droit spécifique, alors là, je voulais plutôt axer sur l'indemnisation des frais, des frais liés au télétravail, parce que c'est une question, pour avoir un peu regardé un peu en détail, qui est un peu discutée. Mais en fait, ce qui se passe, c'est pour partir vraiment du départ, le principe, en fait, c'est que depuis l'ordonnance du 22 septembre 2017, euh, dans l'article L 1222-10 du Code du travail, il n'y a plus inscrit cette obligation de prendre en charge par l'employeur les frais liés au télétravail. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que ça n'existe plus? Est-ce qu'il n'y a plus d'obligation? Est-ce que c'est au bon vouloir de l'employeur? Et en gros, tout le monde s'accorde à dire que non, ce n'est pas au bon vouloir de l'employeur. Et les, 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 les commentateurs, enfin, si on peut dire, enfin, les auteurs euh, se fonde sur, on peut dire, deux choses. Déjà, l'ANI de 2005 qu'il prévoyait et qui dit que ça serait quand même, enfin, que c'est préférable qu'il y ait une prise en charge, qui conseille la prise en charge par l'employeur, pardon, des charges liées au télétravail, mais surtout, en fait, une vieille jurisprudence. Oui, maintenant, ça commence à faire un petit peu. C'est une jurisprudence de la Cour de cassation du 25 mars 2010. Et c'est celle qui est tout le temps citée, qui dit, en fait, que l'employeur reste soumis à prendre en charge les frais engagés par le salarié dans le cadre de son travail. Voilà. Et de cette jurisprudence, on en découle en fait que l'employeur doit prendre en charge les frais liés au télétravail. Donc les frais liés au télétravail, évidemment, il y a la connexion, enfin la connexion Internet, le salarié qui est en télétravail total, l'occupation d'une partie de son logement, évidemment le matériel, le surcoût d'électricité, etc. Voyez. Et, et juste pour compléter, il y a une dernière jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris. Donc c'est pour l'instant on est encore. Je pense que ça, on va avoir petit à petit de plus en plus de décisions de justice qui vont arriver et qui vont voilà, permettre de. Parce que le télétravail s'étant beaucoup développé, je pense que les décisions de justice vont arriver. Bon, il faut le temps parce que la justice prend du temps. Donc avant d'avoir des décisions disons, qui ont un poids, hein, comme des décisions de Cour de cassation, il va falloir attendre un petit peu de temps. Mais là, on voit quand même, on commence à avoir des décisions, notamment des juridictions de première instance. Donc là, on a notamment une décision du tribunal judiciaire de Paris qui est de juillet 2023, qui dit bien que l'employeur doit prendre en charge les frais liés au télétravail. Alors, comment l'employeur prend en charge, c'est un peu la question. Il y a deux modalités. Il y a soit la mise en place d'un remboursement sur frais réels, voilà, soit la mise en place d'un forfait. Et d'ailleurs, si vous regardez l'URSSAF, en fait, on voit bien ces deux modalités sont bien précisées. En fait, on voit bien l'URSSAF euh, indique comment les charges sociales sont payées sur le remboursement aux frais réels salariés de ces frais de télétravail ou sur les forfaits. Voilà. D'ailleurs, sur ce point-là, parce que c'est souvent le cas quand même, l'option choisie par l'employeur, c'est souvent quand même d'indemniser sur la base d'un forfait, à part pour la mise en place de gros équipements. Je pensais par exemple, vous savez, un siège ergonomique, par exemple. Souvent, l'employeur a tendance plutôt à choisir quand même le remboursement sur un forfait. Et du coup, l'URSSAF précise là-dessus. Et c'est assez détaillé quand vous regardez l'URSSAF. En fait, il précise en fonction des types de frais comment les charges sont appliquées ou pas. Par exemple, vous savez, sur les fauteuils ergonomiques, si le salarié garde le fauteuil chez lui, en fait, et qu'après c'est sa propriété, ça reste sa propriété, ce n'est pas la propriété de l'entreprise, il est convenu un remboursement à 50%
des frais du fauteuil, quoi. Voilà. Et en ce qui concerne, du coup, l'exonération des cotisations sociales pour ces frais, l'URSSAF prévoit, en fait, en cas de forfait, hein, l'exemple que j'ai pris, euh, l'employeur a une exonération de ses cotisations sociales sur le forfait donné aux salariés en télétravail à hauteur de 2,60 euros par jour, avec un maximum de 57,20 € par mois. Ça, c'est un plafond, en sachant que c'est une présomption, c'est-à-dire en fait, c'est présumé, le paiement fait aux salariés de 2,60 € par jour, c'est présumé être pour ses frais de télétravail, si celui-ci, évidemment, télétravaille. Mais l'employeur peut tout à fait obtenir une exonération de ses cotisations sociales sur plus si il prouve en fait que en effet les frais engagés sont bien liés au remboursement de frais professionnels liés au télétravail. Voilà. Et du coup, euh, dans ce cadre-là, il est quand même, moi je dirais quand même qu'il est quand même préférable dans le cadre, vous savez, des accords collectifs ou et même en cas d'accord individuel, mais d'autant plus en accord collectif et en charte rédigée par l'employeur, il est préférable de matérialiser et de négocier toutes ces, tous ces frais liés au télétravail, parce que je pense que moi je remarque en tout cas dans mon expérience professionnelle que c'est vraiment, ça fait partie des sujets de friction entre l'employeur et le salarié, où la salariée voudrait notamment avoir un peu plus de confort chez lui pour le télétravail. L'employeur se dit que ça fait un peu double. Par exemple, il prend un siège ergonomique, ce qui coûte assez cher. Le salarié a besoin d'un siège ergonomique chez lui et il en a aussi au travail. Donc, bon, ça fait un peu double frais. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui peut amener malheureusement des tensions. Donc voilà, je pense que la meilleure chose est de pouvoir en discuter et prévoir avant, quand la relation se passe bien, plutôt qu'une fois que la problématique est là, quoi. Voilà. Donc, alors, du coup, je voulais, oui, j'ai oublié de passer le webinaire, enfin la présentation. Je voulais juste terminer en conclusion alors on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais que c'est vrai que le télétravail passe un peu pour un avantage, aussi bien du côté des salariés que des employeurs. Mais l'expérience ces dernières années montre en fait que quand même, le télétravail n'est pas forcément qu'un avantage, parce qu'il peut être source d'inconvénients et du coup de risques professionnels, comme notamment un peu, comme on dit, on en a un peu évoqué d'ailleurs tout à l'heure au début du webinaire, c'est-à-dire qu'il y aura une mauvaise séparation entre la vie privée et la vie personnelle, et que du coup, cette absence de séparation entre la vie professionnelle et la vie personnelle fait que on a parfois des salariés qui se retrouvent dans un système de stress et de surmenage et ils ne déconnectent jamais, ils sont toujours liés au travail et ça pose quelques soucis au niveau santé. Voilà. Mais bon, en tout cas, je pense que là, on est au début, même si le télétravail est quelque chose d'ancien, on est quand même au début. Euh, et je pense que c'est quelque chose qui va petit à petit faire l'objet de la production de textes complémentaires. Voilà, voilà, voilà. Merci beaucoup, Terminé. Karine. Oui, oui, oui. Alors, Écoute, je vous invite. j'ai quelques questions et précisions Ouais. du coup de la part des participants. Oui, Du coup, Laura qui nous pose la fameuse question de 60 € par jour ou par mois? par jour. Merci. Nous avons aussi également Mediagest, quid des factures d'électricité payées par le salarié. Mais Oui, ben, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est soit en fait c'est au forfait et ça comprend justement ces factures d'électricité, sauf évidemment les gros frais, hein. Par exemple, évidemment, le fauteuil ergonomique qui coûte, enfin, je ne sais pas combien ça coûte, mais disons 1 000 €, évidemment, ça ne pourra pas être 260. Enfin, ça ne pourra être pas compris dans le forfait de 260. Mais soit c'est au forfait, soit c'est au réel. Alors à ce moment-là, en effet, au réel, alors l'URSSAF prévoit des calculs assez précis là-dessus, il me semble, à vérifier, euh, pour voir en fait quel est le pourcentage d'électricité qu'il faut prendre en compte ou pas. Ouais, c'est vrai que c'est pas, c'est une bonne question, j'avoue.
Nous avons également Mediagest qui pose la question, est-ce l'employeur qui doit fournir le matériel obligatoirement? Et je rajouterai même une autre question derrière, quel type du coup d'équipement l'employeur doit-il fournir? Eh oui. Alors, l'employeur doit fournir tout ce qui est lié à tout ce qui est nécessaire en fait au travail. Donc, si la personne a besoin, donc tout ce qu'il a en fait en présent, tout ce que le salarié a chez lui, enfin a dans l'entreprise. Donc, évidemment, s'il travaille avec un ordinateur, un téléphone, enfin des trucs comme ça. Euh, le siège ergonomique, enfin tout ce qui est un peu ergonomique parce qu'il n'y a pas que des sièges, hein, c'est vrai que je parle toujours du siège, mais bon, il y a d'autres problématiques. Mais c'est vrai que le siège est une vraie question de tension, hein. Et du coup, qu'est-ce qui, il y a, qu'est-ce que l'employeur doit prendre en charge aussi, en effet, et ça, c'est le forfait en fait qui est là pour. C'est-à-dire en fait, l'employeur va payer, va mettre en place l'équipement, c'est-à-dire qu'il va fournir l'ordinateur, le téléphone portable et le matériel, l'imprimante, etc. Mais après, tout ce qui, il va aussi payer un forfait qui sera destiné à payer, à indemniser le salarié sur son surcoût d'électricité. D'eau, le chauffage. Voilà. Et c'est l'employeur qui fournit le matériel obligatoirement. Ça, nous sommes bien d'accord. Tout à fait. Oui, 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 pardon. Oui, oui, tout à fait. Ouais. En sachant d'ailleurs que je sais pas alors, je voulais juste préciser qu'au niveau des impôts, c'est quelque chose qui est déductible des impôts sur le revenu. Voilà, la somme perçue au titre du forfait pour le télétravail est déductible des impôts sur le revenu pour le salarié. Merci, Karine. Nous avons également une question de Laura. L'entretien annuel uniquement pour un télétravail complet ou c'est pour 1 ou 2 jours par semaine? Alors, l'entretien annuel, alors, en tant que salarié, c'est, alors, pour le salarié à temps complet, évidemment, enfin, télétravail à temps complet, oui. Après, pour un salarié qui est en présentiel, il a en général comment dire, un entretien individuel. Et dans ce cadre-là, du coup, dans l'entretien individuel qui se fait en présentiel, comme tout salarié, en fait, doit être abordée la question du télétravail. Tout à fait. De la charge en télétravail et des modalités. Donc, c'est pour les deux, oui. Voilà. Et je vais poser du coup une dernière question avant de terminer le webinaire. Comment Ouais. fait-on pour contrôler les conditions de travail en télétravail? Donc ça, c'est une question de Laura. Alors, alors là, j'avoue que c'est, alors, ça peut être le contrôle, vous savez, de la connexion, en fait. Il y a plusieurs modalités de contrôle, c'est vrai que, mais la modalité de contrôle, en tout cas que moi j'ai vue, la plus répandue, c'est la connexion. C'est-à-dire qu'en fait, on voit quand est-ce que vous vous connectez, quand est-ce que vous vous déconnectez. Et puis, les actions, en fait, alors après, évidemment, ça dépend des types de travail qu'on effectue. Quand on travaille sur ordinateur, c'est plus facile de voir, en fait, que la personne, combien de temps la personne travaille. Ce qui est plus difficile, c'est la personne a un travail plus de papier. Enfin, voilà. Là, c'est vrai que c'est plus compliqué. J'avoue qu'il faut d'imagination pour voir comment calculer. J'ai déjà vu, vous savez, des employeurs, mais je trouve que c'est pas toujours très. Vous savez, appelaient le salarié juste avant la fin du travail ou au début pour voir si le salarié était bien chez lui, était bien. Voilà. Bon, ça, j'avoue que c'est. Je, niveau relationnel, je suis pas sûre que ça soit très, très, très productif, mais bon, voilà, je pense que malheureusement, oui, le contrôle peut. Il faut trouver des solutions de contrôle. Donc, voilà, j'avoue que, enfin, en tout cas, à part le contrôle sur l'activité de l'ordinateur, c'est vrai que j'avoue comme ça, je n'ai pas trop d'autres exemples. Voilà, je suis Merci. désolée. Merci quand Ouais, même. c'est pas une réponse très. En tout cas, il n'y a pas de règle juridique, en tout cas, hein, sur ça, hein. Je précise quand même. J'avais dit que c'était la dernière Après, question, mais j'en ai une autre. ouais. Si le Enfin, je salarié ne pense. souhaite pas avoir de fauteuil de bureau, entre parenthèses manque de place par exemple, un simple Hmm. refus écrit suffit. Ah là là, mais ça c'est une bonne question aussi. Merci beaucoup. Non mais c'est intéressant. Ah là là, c'est vrai que c'est une bonne question parce qu'en effet, moi je me dirais oui et en même temps, comme l'employeur a une obligation de sécurité, qui est quand même une obligation ouais, enfin, de moyen renforcé, ça me paraît. Je sais pas si peut se dégager. Alors ça, franchement, j'en sais rien du tout. J'avoue, je sais pas s'il peut se dégager de sa responsabilité l'employeur par un simple écrit, sincèrement. Euh,
j'ai un doute. Ça, pour le coup, je contacterai la médecine du travail, moi, pour savoir ce qu'ils conseillent là-dessus. S'il y a des solutions, si c'est possible de... Ouais, vraiment, j'avoue, je regarderai, je répondrai, je pourrai répondre éventuellement plus tard si vous le souhaitez. C'est possible. C'est une bonne question. Et je repensais, oui, sur la surveillance du salarié. Vous savez, il y a quand même des règles juridiques sur la surveillance du salarié. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut que le salarié soit informé, il faut que ça soit une surveillance proportionnée. Enfin bon, il y a quand même des règles juridiques. Mais la spécificité de la surveillance des salariés en télétravail, voilà, à part le contrôle sur l'ordinateur, je vois, ouais, j'ai pas entendu parler d'autre chose. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Puis, je vais vous envoyer du coup le replay du webinaire par email. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci Agathe. Au revoir. Au revoir.